C'est un mouvement souterrain qui a frappé les terres de notre pays, un mouvement peu documenté qui a structuré l'organisation, les paysages, la vie, la biodiversité et l'imaginaire des campagnes françaises. Ce mouvement, le remembrement, un sujet au cœur de la bande dessinée signée Inès Léraud et Pierre Van Hove, paru le 20 novembre dernier aux éditions Delcourt, un album intitulé Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. Alors pourquoi ce processus reste-t-il structurant pour comprendre la ruralité et les campagnes françaises? Pour en parler, deux invités ce soir. Inès Léraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes documentariste bien connu des auditeurs de France Culture. À vos côtés, Léandre Mandard, bonsoir. Bonsoir. Doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Question du soir. Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. Parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gain de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Archives superbes et entraînantes trouvées, dégotées même par François Richer, le réalisateur de cette émission. Il faut nous expliquer tout de même, Léandre Mandard, ce qu'est le remembrement dans sa définition comme dans son processus historique. Alors, le remembrement, c'était une politique d'aménagement agricole et rural qui consistait à agrandir les parcelles et à les grouper autour des exploitations. Et en fait, on organisait à l'échelle d'une commune cet aménagement et ça s'est déployé principalement dans la deuxième moitié du XXe siècle en vertu d'une loi, de la loi du 9 mars 1941. Quels étaient les motifs de cette réorganisation? Qu'est-ce qui présidait à l'idée générale même de cette réorganisation des terres agricoles de France? Alors l'idée, c'était d'adapter le plan des parcelles, le parcellaire au nouveau matériel agricole, donc principalement aux tracteurs, aux grandes machines. Et du coup, ce qui permettait ensuite d'intensifier la production et de tourner... de moderniser l'agriculture afin de se tourner aussi rapidement vers l'export à partir des années 60 principalement. Inès Léraud, quand on entend cette définition, on se demande ce qu'une documentariste est venue faire là-dedans. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans ce vaste sujet? C'est vrai que moi, en fait, j'entendais le mot remembrement résonnait avec cette définition très technique et pas très attractive. Et quand je me suis installée en Bretagne en 2015 pour enquêter sur l'agriculture intensive, sur les algues vertes, dans le petit village où j'habitais, j'ai vite entendu parler des violences sociales et environnementales générées par le remembrement. Et ça, j'en avais pas entendu parler ailleurs. J'ai cherché des données sur ça et il y avait très peu d'études en fait. Et vous dites, d'ailleurs, vous écrivez plutôt dans la bande dessinée que vous faites paraître intitulée Champ de bataille, qu'il y a très peu de données, que dans le même temps, c'est une BD qui est nourrie des dernières recherches, notamment des recherches historiques en la matière. Alors comment vous avez travaillé pour concevoir cette bande dessinée? Alors, les premiers temps, j'allais voir des témoins dans les villages alentours. J'avais entendu dire qu'à Trébrivant, pas très loin de là où j'habitais, dans les Côtes-d'Armor, il y avait eu des violences policières sur les paysans qui manifestaient contre le remembrement. Il y avait une vieille femme qui avait été tirée par les forces de l'ordre, qui était morte peu après. Un autre homme qui avait été interné de force en psychiatrie, un opposant au remembrement. J'ai commencé à récolter des témoignages et puis, quelques temps plus tard, on m'a dit « Mais est-ce que tu sais qu'il y a un étudiant qui fait une thèse à Sciences Po Paris, au Centre d'Histoire, sur le remembrement ?» Quelque chose me dit qu'on le connaît, cet étudiant. C'est Léandre Mandard qui est ici et on s'est rencontrés et en fait, on était vraiment... on avait fait les mêmes constats, on s'était dit, on avait remarqué tous les deux, chacun de notre côté, qu'il y avait un angle mort sur... En fait,
les violences sociales du remembrement, les perdants du remembrement, les paysans qui avaient dû quitter la terre, etc. Et on s'est mis à travailler ensemble, à faire des entretiens ensemble, à partager nos archives, nos analyses. Et c'est à partir de là que moi, j'ai commencé à aller aux archives départementales avec Léandre et que j'ai appris un peu cette méthodologie d'historienne, à savoir d'aller éplucher les archives. Et puis, on a aussi rencontré avec Léandre un historien qui s'appelle Christophe Bonneuil et qui travaille beaucoup sur les modernisations agricoles et d'autres historiens et historiennes. Et on s'est aussi nourri de leurs recherches. Parce qu'il faut nous dire, Léandre Mandard, tout de suite pour entrer justement dans le cœur du sujet, ce que le remembrement a provoqué déjà de tensions sociales. Il y avait des gens dans les campagnes françaises qui étaient allez, très allants sur ce sujet, ça leur permettrait de moderniser leurs exploitations, et d'autres qui étaient plutôt en résistance. Alors comment s'opéraient les coupures et le schisme autour de cette question? Alors c'est vrai que le remembrement, souvent, on a tendance à l'assimiler au bouleversement du paysage qu'il a entraîné, parce que dans les régions de bocage, comme la Bretagne, il a entraîné la destruction d'énormément de haies, de talus. Et voilà, c'est souvent ça qu'on retient, mais ce qui n'a pas encore été vraiment étudié jusqu'ici, c'était effectivement les nombreuses contestations et résistances aussi auxquelles il a donné lieu de la part des paysans et des paysannes qui étaient confrontés, parce que le remembrement, en fait, c'est une procédure qui, par de nombreux aspects, est assez autoritaire, parce que c'est l'administration qui l'encadre, c'est le corps du Mhm. génie rural, les ingénieurs. Même le fait qu'elle était, c'est une loi de 41 aussi, bon, elle a été prise, c'est une loi de Vichy en fait, qui a été élaborée dans un contexte, voilà, aussi de régime autoritaire, Qui donne au préfet la mission d'organiser ce remembrement justement. bah, qui donne à l'administration, en effet, un rôle vraiment très important dans cet aménagement. Et en fait, par exemple, il suffit que quelques personnes demandent le remembrement sur une commune pour que la demande soit examinée par le préfet. Et une fois que le préfet déclare le remembrement ouvert sur une commune, il est obligatoire pour tout le monde et personne ne peut s'y soustraire. Et sauf que la société paysanne aussi, comme les agriculteurs et agricultrices, il y a une diversité en fait de profils sociaux, et tout le monde ne pouvait pas forcément avoir le même intérêt. Et en plus, le remembrement, dans la pratique, tendait à marginaliser certains profils d'agriculteurs et agricultrices. Alors souvent les personnes les plus âgées, c'est celles qui voulaient pas ou ne pouvaient pas se moderniser, les personnes aussi qui étaient en polyactivité, qui avaient conservé une activité agricole mais qui pouvaient être artisans ou commerçants, même si d'autres profils aussi ont pu se sentir lésés et contester le remembrement. Mais en général, voilà, le remembrement tend à organiser le monopole du contrôle de la terre en faveur d'une certaine classe d'agriculteurs. J'aimerais vous faire entendre l'extrait d'Un pied sur terre que vous signez, Inès Léraud, qui a été diffusé sur France Culture le 23 janvier 2023. Mon père était partie prenante dans l'organisation du remembrement. Il y était favorable. Et moi, gamin, j'adhère au discours de mon père. Le remembrement arrive, on entendait des conversations à la maison qui étaient sur un autre ton. Et assez brutalement, je me souviens, ma mère me dit « il faut plus aller jouer chez les voisins ». Et on entend des conversations le soir au souper où le voisin chez qui vous jouiez la veille eh bien, était désigné comme un ennemi. Et on entend « attention en traversant la rue, parce qu'avec son tracteur, il pourrait faire exprès de te renverser ». Là, vous pigez pas du tout. Et puis on ne va plus chez le voisin, et puis on ne va plus l'aider. Et quand on a un problème, eh bien, on ne fait plus appel au voisin. Et vous ne comprenez pas. On entend plusieurs choses, Inès Léraud, dans ce témoignage de Pierre. On entend d'abord une opposition entre les générations sur cette question du démembrement. On entend aussi une violence sociale et des tensions croissantes dans un espace restreint entre voisins qui habitent un lieu commun. Ouais, ce qui est très frappant, et c'est ce qui saute au visage quand on arrive dans ces zones rurales qui ont été touchées par le remembrement, c'est que ces violences, ces conflits, ces scissions, elles sont toujours là, encore aujourd'hui, des décennies après. Je suis allée dans un village qui s'appelle Géfos en Normandie, où il y a encore deux sociétés de chasse, la société de chasse des familles pro-remembrement, la société de chasse des familles anti-remembrement.
Il y a des villages où il y a encore 2 cafés, des rues où les gens, les voisins ne se parlent pas, alors que c'est des descendants de témoins du remembrement. Et en effet, ça a été, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce remembrement, forme vraiment une rupture anthropologique dans les campagnes agricoles françaises. De quelle façon? Parce que, en fait, ces campagnes travaillaient, d'une façon assez locale, avec les ressources locales. Elles produisaient pour une échelle de population assez locale et elles étaient quand même pas insérées dans l'économie capitaliste. L'argent il n'était pas dans une logique financière et ils travaillaient vraiment, c'était des communautés. Les paysans travaillaient quand même dans la solidarité, dans les échanges de services, dans le prêt des machines, etc. Et l'intrusion, j'allais dire, mais en tout cas ce remembrement très vertical où l'administration vient décider de qui pourra continuer à travailler sur les terres ou pas, parce que l'idée quand même, le projet d'État, c'est vraiment ça, c'est d'expulser des terres une grande majorité de paysans, parce qu'il faut notamment qu'on ait des ouvriers sur les chaînes d'usines. Enfin, l'idée de l'État, si je peux me permettre, c'est plutôt de moderniser notre agriculture d'une façon générale, pas tant, j'imagine, de demander à des gens de partir. L'idée de l'État, c'est de mettre l'agriculture au service de l'industrie. L'idée de l'État, c'est de développer l'industrie française. Le général de Gaulle demande une expertise à des économistes qui, à la fin des années 50, sont très clairs sur le fait que le frein à l'expansion de l'économie française, c'est l'agriculture. L'agriculture est trop archaïque selon eux. Et donc, il va falloir que beaucoup de paysans partent pour justement aller sur les chaînes des usines. Il faut que l'agriculture arrête de produire des denrées comme du beurre ou des produits finis. Il faut qu'elle produise de la matière brute pour alimenter les usines. Il faut que les denrées, les produits alimentaires, leur prix baisse énormément pour que les consommateurs puissent réserver une partie de leurs achats à des produits manufacturés pour faire vivre les usines. Et puis, il faut que les agriculteurs consomment des produits industriels, des tracteurs, enfin, voilà. Pour qu'on puisse mesurer encore une fois à quel point ce que vous dites est juste, Inès Léraud, à savoir que le remembrement est quelque chose d'encore bien vivant en France et à travers les Français. Un autre témoignage, celui de Jacqueline. Je revois l'apparition des bulldozers sur la colline en face de chez moi, qui détruisent tout, les arbres, les talus. Ils empilent ça comme si tout ça, ça n'avait plus d'importance. C'était vraiment une image qui m'a bouleversée. Je ne pouvais en parler à personne. C'était un remembrement, un démembrement. C'était le chaos, c'était un saccage. Il n'y avait plus rien. Je vois encore ces tas d'arbres qui s'empilaient. Et donc c'était des choses que les hommes avant nous avaient fait patiemment, qu'on a détruit avec tellement de facilité, avec tellement vite. Je suis encore émue après toutes ces années quand j'en parle. Et toutes ces années, quand j'en parle, la Bretagne encore, puisque Jacqueline est née en 1953 au Drennec, dans le Finistère. Léandre Mandarc, quand on est historien, qu'est-ce que l'on fait d'un tel bouleversement, d'une telle émotion? Qu'est-ce que cela permet d'apprendre justement sur le remembrement? Ça permet de voir déjà à quel point, on se constate qu'on n'en a pas parlé. En tout cas, on n'a quasiment pas d'études de sciences sociales qu'on porté sur les souffrances, les souffrances du remembrement. Et du coup, on a la chance de pouvoir encore avoir des personnes qui l'ont vécu et de pouvoir aller récolter leur témoignage. Et c'est vrai que ça permet justement de montrer que le remembrement, c'est pas seulement alors de nouveaux chemins, de nouvelles routes et des kilomètres de haies détruites. C'est aussi un choc qui a qui a eu des conséquences psychosociales, culturelles et culturelles même quand on s'intéresse par exemple aux noms qu'avaient les parcelles avant le remembrement. Ils avaient souvent des noms en langue locale, en breton, en occitan, ou que sais-je, et on leur donne des numéros. Et, et en fait, par plein de choses comme ça, le remembrement a vraiment contribué à changer les manières de se relationner à l'environnement, au monde vivant, dans les campagnes.
Et c'est vrai que voilà, les sources orales sont vraiment importantes pour saisir ça, pour comprendre ça, parce que si on s'intéresse qu'aux archives écrites produites par l'administration, qui sont très nombreuses, hein, parce que le remembrement, c'est une histoire quand même relativement récente, on a beaucoup de documentation, mais ces archives-là présentent le point de vue de l'administration, justement de l'État, et donc ça a été intéressant, en fait, avec Inès, de croiser les archives écrites Et et ces témoignages, ces Laurent. témoignages. Ce qui est d'autant plus frappant, Inès Léraud, aujourd'hui, avec cette question du remembrement, c'est que les paysans français sont soumis à des injonctions absolument inverses. On va leur dire aujourd'hui qu'il faut replanter les haies. On va même subventionner cette idée-là selon laquelle une haie, 1 kilomètre de haie vaudra tant d'argent grâce à la PAC. Alors justement, comment cette question-là est vécue aujourd'hui par les agriculteurs à qui on a demandé blanc il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans et noir ou gris aujourd'hui? Oui, c'est assez frappant. En fait, je pense que c'était comme un grand trou dans l'histoire et c'est comme un chaînon manquant de retrouver cette histoire et de la réécrire. Moi, je pensais beaucoup aux agriculteurs actuels et je me disais, ils savent, est-ce qu'ils se souviennent, vu que cette histoire, elle a été tellement traumatisante pour les populations rurales qu'elle n'a même pas été transmise dans les familles. Les gens, quand ils en parlent, ils font beaucoup appel au champ lexical de la guerre et ils ont les mêmes réflexes de mutisme, en fait. Ils ont beaucoup de mal à revenir dessus. Et du coup, je me disais, est-ce que même les agriculteurs, ils savent que une grande partie d'entre eux a été fer de lance d'une lutte écologique, d'une d'une grande lutte écologique en France. Et en effet, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, résisté à l'arrachage de leur talus. Presque tous ont résisté parce qu'en fait, si bien souvent ils étaient plutôt d'accord avec ce remembrement, etc., ils se sont bien vite aperçus des absurdités de l'administration qui les faisait parfois arracher des talus hyper importants pour limiter l'érosion des sols, par exemple. Et du coup, on leur a fait arracher de force ces talus et aujourd'hui, on leur demande de replanter, d'entretenir des haies, alors qu'en fait, dans le même temps, on leur demande d'être compétitifs à l'international. Et en fait, pour être compétitif, il faut être plus grand, il faut être plus endetté, il faut être plus mécanisé. Et dans ces cas-là, on ne peut pas avoir de haies parce que ça limite les mouvements des machines sur les parcelles. Ça va pas, la compétitivité ne va pas du tout avec l'écologie. Donc, c'est des injonctions complètement contradictoires. Un autre extrait de ces Pieds sur terre que vous signez, Inès Léraud. Mon père disait que ça allait améliorer la vie du paysan. Alors, si on revient là-dessus, améliorer la vie du paysan, et que je regarde aujourd'hui, 50 ans après, quelle est la vie du paysan, je me demande ce que ça a amélioré. Parce que mon village, mon tout petit village de 50 habitants, avec ses 7 familles de paysans, aujourd'hui, de paysans, il n'y en a plus qu'un seul, pas deux, un seul. Donc je ne sais pas la vie de qui ça a amélioré. Léandre Mondard, la conséquence aussi très concrète pour les territoires français, c'est une forme de désertification, notamment de certains villages, de certains bourgs, dans les zones rurales. Comment cela se traduit-il justement presque visuellement, j'allais dire? Déjà, c'est vrai que, assez logiquement, quand on agrandit les parcelles, eh bien, on facilite l'emploi de grandes machines. Et quand on a des grandes machines, on a besoin de moins de bras. Et, et, on- et donc, on a effectivement, le remembrement a vraiment accompagné cette érosion continue du nombre d'agriculteurs et d'exploitations. Et après, dans le paysage, eh bien, c'est vrai que quand on regarde pour les régions de bocage des vues aériennes, par exemple des années 50, avant le remembrement, alors on est vraiment frappé aujourd'hui, parce que ça n'a plus rien à voir avec euh, la situation d'aujourd'hui. On a vraiment énormément de petits champs entourés de haies, avec des chemins creux, des pommiers aussi dans les champs, parce qu'il y avait beaucoup de prés-vergers, on appelait ça. Et le paysage a été effectivement transfiguré en quelques décennies, très rapidement. Même s'il y a toujours du bocage, bien sûr, hein, mais il a des mailles beaucoup plus larges, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a des champs beaucoup plus grands. Et c'est un bocage aussi qui, au niveau écologique, notamment, présente beaucoup moins d'avantages parce qu'il est beaucoup moins continu. Et
Et par ailleurs, pour finir aussi là-dessus sur les changements de paysage, il y a aussi, il ne faut pas oublier d'autres aspects du remembrement, que sont des travaux, par exemple, de drainage, d'hydraulique agricole, comme on disait. C'est-à-dire parce que voilà, le remembrement, c'est avant tout un échange parcellaire, mais il y a énormément de travaux où on supprime voilà, tout ce qu'on appelle tous les obstacles à l'utilisation rationnelle du sol. Et du coup, comme on a drainé des prairies, par exemple, humides, eh ben, après on a pu les cultiver. Il y a eu un changement d'affectation de beaucoup de parcelles et ça aboutit à une intensification générale en fait, de l'agriculture. Inès Léraud, la désertification de ces villages, de ces bourgs, c'est la fin de la bande dessinée. Vous terminez par cela, par le désert, l'absence aussi de ces personnes qui travaillaient dans les champs, dans les domaines agricoles. Pourquoi terminer par cela? Qu'est-ce que cela veut dire, cette fin d'histoire? C'est un nouveau début, paradoxalement? En fait, j'ai été appelée par un géographe qui s'appelle Jimmy Grimaud et lui, il étudiait la Marne et le changement d'affectation de ces campagnes, notamment dans l'est de la France, qui ont été complètement vidées, qui sont travaillées par des machines énormes et qui deviennent maintenant les lieux où on met les usines de méthanisation et les éoliennes qui deviennent... donc il y a des énormes machines à la fois pour produire de l'alimentation et de l'énergie. Et en fait, oui, moi, j'ai été frappée de croiser des habitants, quelques rares habitants sur les trottoirs. Je leur disais, mais quand vous voulez boire parce que moi, je cherchais à boire un café dans ces villages. Et en fait, je n'en trouvais pas. Et on me disait, non, mais il faut aller à 60 kilomètres. Je disais, mais comment vous faites pour vous réunir entre amis? Et les habitants ils disaient, bah, non, mais sinon, on va chez les uns, chez les autres. Il n'y a pas de problème. Mais en effet, je pense que ce que le remembrement a dessiné, c'est une rupture radicale entre ville et campagne. Et en fait, là où on produit de l'information, là où on produit de la connaissance, c'est beaucoup dans la ville. Et en fait, on ignore complètement ce qu'on a fait des campagnes. Alors vous l'avez dit, hein, il y a peu de documentation sur le remembrement, peu de chercheurs qui se sont penchés sur, pas facile à prononcer, qui se sont penchés sur le sujet depuis quelques années, mais depuis quelques années aussi, beaucoup de chercheurs s'intéressent à cela. On avait reçu il y a quelques temps dans Question du soir Léo Magnien qui avait fait paraître l'écologisation des mœurs et il parle de remembrement. Cette focalisation sur le remembrement est intéressante parce qu'elle permet d'ordonner le temps et de montrer un avant et un après. Et d'un autre côté, il y a aussi un récit qui vient avec cette temporalité spécifique qui empêche de saisir ce qui se joue vraiment aujourd'hui, parce qu'il y a des géographes, et notamment Thibaut Preux, qui a montré que ce qui se passe aujourd'hui dans la disparition du bocage, parce que ça continue, on perdrait aujourd'hui 20 000 km de haies de façon nette chaque année, ne passe pas par des opérations foncières qui sont sous l'égide de l'autorité publique, mais passe en fait par des transmissions de parcelles entre des exploitants, par des arrangements à l'amiable, et donc par quelque chose qui passe sous les radars. Léandre Mandard, pourquoi faut-il donc sauver les haies aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la haie est la nouvelle héroïne des campagnes françaises? Bien, parce que la haie, alors c'est vrai qu'on en fait, alors comme dit Léo Magnien, on l'a requalifiée aujourd'hui, on l'a revalorisée pour ses avantages voilà, en termes de biodiversité, du fait qu'elle limite l'érosion. Voilà, il y a énormément d'avantages écologiques, mais c'est vrai que il faudrait peut-être pas oublier non plus les nombreux usages quotidiens, nourriciers, pratiques qu'il y a dans une haie, parce que on peut y trouver des fruitiers, des différentes essences de bois pour plein d'usages, ce qui était vraiment banal encore au milieu du XXe siècle, mais qui est quand même plus trop le cas aujourd'hui. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, un aspect d'agrément visuel, poétique, le fait de s'ancrer dans un paysage historique. Il y a tous ces aspects. Enfin, c'est un objet effectivement chargé en potentialité d'usage et en potentialité dans l'imaginaire aussi. C'était pas une question facile, Inès Léraud, votre éloge des haies. Moi, en fait, j'arrive pas à faire un éloge des haies simplement comme ça, comme un objet écologique, parce que je me dis que la haie, elle est complètement articulée à l'activité paysanne et ça n'a pas de sens. Enfin,
je fais plutôt un éloge de la paysannerie, et cette bande dessinée, ce travail, il m'a vraiment permis de comprendre à quel point, en fait, aujourd'hui, ça serait très important que des politiques publiques œuvrent en faveur de la réimplantation d'agriculteurs et d'agricultrices paysans qui travaillent avec des haies sur les territoires français, parce que ces haies, l'agroforesterie, l'agriculture avec les arbres, c'est la meilleure façon, en fait, d'être résilient face au climat. Merci à tous les deux. Inès Léraud, je rappelle que vous co-signez Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, une bande dessinée qui est apparue aux éditions Delcourt et la revue dessinée. Et Léandre Mandard, doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris, quand est-ce que vous soutiendrez, vous savez déjà ? Pas encore, mais l'année prochaine, j'espère. C'est une question qu'il ne faut jamais poser à un doctorant. Merci d'être venu à Question du soir.